Bonsoir, il est 18 h si vous venez de nous rejoindre en direct pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. L'heure donc du journal est de passer à présent au titre. À plaisir, des parents d'élèves se mobilisent contre la probabilité d'une fermeture de classe. Dans l'établissement Gérard Philippe, ils évoquent une école surchargée, des enseignements de moins bonne qualité. Pendant ce temps, 270 élèves de 6e CM2 mais aussi de jeunes étudiants non-voyants de l'Institut national des jeunes aveugles planchaient sur le défi maths, un travail de logique et de solidarité. Complexité du parcours médico-social, interruption du parcours professionnel, difficultés liées au retour à l'emploi, le quotidien des personnes atteintes par un cancer. La Ligue nationale contre le cancer vient de livrer les résultats de son enquête. Nous en parlerons avec le président du comité yvelinois sur ce plateau tout à l'heure. Nouvelle mobilisation ce jeudi des personnels de grève des tribunaux à travers la France. C'est notre image du jour ici à Versailles. C'est dans l'enceinte de la cour d'appel à Versailles que s'est déroulé donc un rassemblement d'une centaine de personnes. Parmi les revendications, amélioration des conditions de travail, juste reconnaissance salariale et recrutement d'urgence. Vendredi dernier, déjà une action similaire a été menée. Elle a permis d'obtenir l'ouverture de discussions avec Christiane Taubira. Des discussions qui débuteront d'ailleurs demain au ministère de la Justice. Mais les syndicats entendent maintenir la pression. La pression également sur l'inspection académique. La possibilité d'une fermeture de classe dans un établissement de plaisir inquiète des parents d'élèves qui se mobilisent. Une pétition circule depuis maintenant une semaine. Les précisions avec ce reportage. Dans cette école primaire de plaisir, les parents d'élèves se mobilisent car ils craignent la fermeture d'une classe en raison de la baisse des effectifs. L'école primaire compte une centaine d'enfants, il ne serait plus que 96 à la rentrée prochaine. Actuellement, 5 classes sont ouvertes, une classe par niveau, ce qui impliquerait en cas de fermeture un double niveau et pas acceptable pour les parents. Ça pourrait faire un CP, CM2 ou CP, ce qui serait plus difficile aux maîtresses de faire différents niveaux. S'occuper d'une moitié de la classe et de l'autre aussi à côté. Les élèves devront être beaucoup plus autonomes, ce qui n'est pas tous les jours facile déjà avec une classe normale, sans double niveau. On aurait des classes tout de suite de presque 20, 25, 26, si c'est pas 30 élèves des fois. Une pétition circule depuis une semaine, 115 signatures ont été recueillies. Une mobilisation qui intervient alors que se tenait ce jeudi à l'inspection académique des Yvelines le conseil technique spécial départemental, chargé notamment de la présentation de la future carte scolaire. On parle à présent en santé dans cette édition du 7-8 du jeudi 10 avril. Et bonsoir à vous, Dr Mayer. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président du comité yvelinois de la Ligue contre le cancer. Cet après-midi, présentation du bilan du dispositif d'observation pour l'action sociale. Et vous pointez du doigt les difficultés au quotidien pour les personnes atteintes du cancer dans la société, au travail. On va en parler, mais déjà nous avons voulu savoir si l'opinion publique avait conscience de ce problème. C'est notre question du jour. Les malades du cancer sont-ils à l'écart de la société selon vous ? Non, mon mari est soigné en ce moment et il n'y a pas de discrimination, c'est une maladie comme une autre. Oui. Pourquoi ? Parce que dès que l'employeur le sait, il s'arrange pour les mettre dans un placard ou les licencier. Normalement, c'est inadmissible. Il faut les soulager, il faut les soutenir. Pour moi, il n'y a pas de discrimination. Ils sont plus protégés qu'autre chose pour moi. J'espère pas, sinon on n'appellerait pas ça de la famille, des amis. Enfin, je pense, hein. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les médias, mais personnellement, je ne sais pas. Par rapport au travail, à l'embauche par exemple, ou à une progression dans le travail, par rapport à des prêts aussi, je pense. On va réagir à ce micro-trottoir. Tout le monde n'a pas conscience de cette discrimination, pourtant elle est bien réelle envers les personnes qui sont atteintes par le cancer. On a entendu tout de même certaines personnes parler du travail. Oui. C'est peut-être là où ça se retrouve le plus. Quand l'employeur le sait, on est licencié, en tout cas mis à l'écart. Oui, ça devient une vraie difficulté. C'est vrai qu'on progresse dans les traitements, on a d'énormes avancées. Maintenant, il faut aussi se préoccuper de l'après-cancer. Ça fait partie d'ailleurs des points relevés par le 3e plan cancer. Mais dans le quotidien, on voit bien que nos patients sont confrontés à des difficultés de maintien dans l'emploi, de retour à l'emploi, qui sont considérables. Et les témoignages des patients sont tous les mêmes. On a un regard qui change. Le patient a un regard qui change vis-à-vis de son travail, mais l'employeur et l'environnement professionnel changent de regard vis-à-vis de l'ex-patient. Complexité du parcours médico-social, interruption du parcours professionnel, difficultés liées au retour à l'emploi, c'est ce qui ressort dans les grandes lignes du dispositif d'observation pour l'action sociale qui a été présenté cet après-midi. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes en dehors du travail ? En dehors du travail, il y a
une première difficulté qui n'est plus l'accès aux soins, mais le reste à charge. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont pris en charge à 100%, certes, mais il existe des choses qui restent à charge du malade ou de son entourage, qui peuvent conduire d'ailleurs, dans certains cas, à des refus de soins, en partie, ou à de l'endettement, ou des conséquences quand même assez importantes. C'est la deuxième fois que ce rapport est mené, mais c'est la première fois que le département des Yvelines y participe. Oui. Pourquoi cette implication cette année? Et puis, est-ce que vous attendiez un petit peu à ce genre de réponse aussi? J'imagine que le département n'est pas épargné par rapport aux autres. Alors, pourquoi on y participe? C'est la deuxième campagne et c'était un sujet qui travaillait, si j'ose dire, le comité déjà depuis un certain temps. Et donc, ça nous a paru tout à fait naturel d'engager nos forces dans cette action. Les résultats yvelinois sont un peu différents par certains points du reste du territoire. L'enquête a été faite dans, si je me souviens bien, 12 départements pour le moment. Ce n'est pas encore à l'échelle nationale. Il y a eu plus de 2000 personnes quand même qui ont participé, 2000 patients qui ont répondu. Voilà. On a un peu plus de cadres, par exemple, qui ont participé, un peu plus de gens qui étaient encore dans le travail. Voilà, des petites différences. Parce que c'était volontaire. Si on revient sur la méthodologie un petit peu, ce sont les gens qui souhaitaient participer, qui souhaitaient témoigner. On leur renvoyait, on leur proposait de remplir le questionnaire, et c'était à eux, donc soit dans les centres de soins, soit les assistantes sociales. Enfin, il y avait plein de manières différentes d'obtenir le questionnaire. Et c'est le patient qui remplit le questionnaire de manière anonyme et qui le renvoyait au comité. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu peut-être plus d'anticipation sur ces questions d'accompagnement, en tout cas de ces personnes atteintes par la maladie du cancer? C'est parce que jusqu'à présent, on s'est focalisé sur la guérison, la recherche, la médecine? Alors, certainement, parce qu'il fallait déjà arriver à commencer à avoir des résultats quand même. Alors, on commence vraiment à avoir des résultats thérapeutiques qui s'améliorent considérablement, même si malheureusement on ne guérit pas encore tout le monde, mais on a des vraies percées dans notre domaine, et on a de plus en plus de patients qui justement sont des survivants. Ce qui n'existait peut-être moins quand même, certainement même moins quand j'ai commencé la cancérologie il y a un peu plus de 20 ans. Et donc, l'accompagnement de nos patients, la remontée et la Ligue contre le cancer est la première association, je dirais en France, de lobbying de patients, on l'a vu depuis la fin des années 90, fait remonter tous ces problèmes qui deviennent émergents et récurrents. Vraiment récurrent. On va écouter un témoignage à présent recueilli cet après-midi lorsque vous avez présenté ce dispositif, les résultats en tout cas à la presse. Voici le témoignage d'une personne qui a eu justement des difficultés au quotidien en raison de cette maladie. On a l'impression de se retrouver seul, de désociabiliser. En plus, je me suis retrouvée arrêtée début juillet, donc au moment de la période de vacances. Il n'y avait plus personne autour de moi. En septembre, vous ne revenez pas travailler à l'âge que j'avais. Je sais que j'ai des collègues qui ont pensé que j'étais en congé maternité. C'est pas grave. Bon, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la difficulté à évaluer le moment où vous allez être capable de retourner travailler. On accompagne ces personnes. Aujourd'hui, il y a des dispositifs pour les accompagner, comme cette dame qu'on vient d'entendre. On essaye. Mais là, on tombe dans une espèce de millefeuille administratif. C'est peut-être un terme à la mode, mais il y a une complexité des acteurs qui est phénoménale. Alors, le cancérologue, lui, ce n'est pas son cœur de métier. Bien sûr, il essaye d'encourager et d'accompagner les patients vers le problème du retour à l'emploi, entre autres. On essaye de les accompagner vers l'assistante sociale, etc. Mais même les assistantes sociales cet après-midi ont témoigné elles-mêmes de la complexité du problème, puisque l'interlocuteur auprès de la caisse d'assurance maladie, auprès de tel organisme, etc., peut varier, etc. On tombe sur des plateaux téléphoniques de temps en temps, enfin, des choses qui sont du vécu, mais qui rendent le parcours extrêmement complexe. Ça, maintenant que le problème a été posé, que les difficultés ont été analysées avec ce deuxième rapport, et on le disait pour la première fois, le département y a participé, est-ce qu'il y a des pistes, des solutions à présent qui sont envisagées? Alors, des pistes, d'abord, il est quand même notable de voir que dans le 3e plan cancer, voilà, le retour à l'emploi, ce type de lutte contre les inégalités sont pointés, et donc on espère avoir des actions qui vont se mettre en place. Avec quels moyens? On verra quels sont les moyens nécessaires. Il y a certainement un travail de simplification administrative à faire, ça me paraît évident. Puis on peut imaginer des solutions intéressantes. Une de celles qu'on pourrait prôner, par exemple, ce serait l'arrivée de consultations de médecine du travail, non pas au sein des entreprises, mais de les délocaliser, par exemple, pour un certain nombre, dans les centres de soins, pour avoir une meilleure coordination. Et les patients, souvent, nous disent aussi une chose, mais j'ai peur d'en parler à mon médecin du travail, parce que tout de suite, il va dire
à l'employeur. Le médecin du travail, il est tenu au secret professionnel comme tout le monde. Et à chaque fois que j'ai eu des contacts, par exemple, avec un médecin de travail pour un cas particulier, ça a toujours été facilitant. Peut-être une parenthèse sur l'aspect financier aussi, parce que ce sont des difficultés que rencontrent ces personnes, même après, quand il faut se réinsérer dans le monde professionnel. On peut penser à un accompagnement spécifique aussi. Ça fait partie des choses qui sont étudiées, en tout cas que vous soulevez et que vous amenez au pouvoir public. Alors, on est quand même dans le problème d'une enveloppe fermée. Donc pour le budget de la sécurité sociale. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Donc on ne pourra pas, à mon avis, continuer à tout prendre en charge. Voilà, très vraisemblablement. Maintenant, il faut sélectionner. On a des vrais soucis de reste à charge et des choses qui devraient vraiment, à mon sens, être prises en charge. Je citais tout à l'heure lors de cette réunion le problème des prothèses dentaires. On a des traitements qui peuvent abîmer effectivement les dents, la bouche, etc. Et ces prothèses dentaires ne sont pas correctement prises en charge. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Soit on ne fait pas le traitement, ou alors il y a des complications particulièrement intéressantes, ou alors on retire les dents et ça s'arrête là. Et comment fait le patient pour manger après ? Donc il n'y a pas de logique en tout cas dans les soins et les conséquences. Il y a une logique dans les soins. Oui, mais dans la suite, ce qui est apporté. Mais il y a des progrès à faire dans la prise en charge du reste à charge. Voilà. On parlait des malades. Est-ce que cette enquête que vous avez menée se penche aussi sur le quotidien de l'entourage des malades, de toutes ces personnes qui accompagnent et qui elles aussi ont parfois besoin d'être guidées pour savoir réagir aussi ? Alors, l'enquête, si on n'a pas développé directement ça, mais il est très clair que l'impact est majeur sur le patient, mais sur tous les proches. Voilà. On a les proches qui s'arrêtent de travailler, qui aménagent leur travail, voilà, tout des pistes pour pouvoir aider le patient. Et donc, là aussi, il y a des réflexions à avoir dans l'avenir pour voir comment est-ce qu'on peut les aider, mais il faudra aussi avoir des dispositifs uniformisant les aides. Un exemple, on a des tas d'aides pour les personnes âgées. Mais vous êtes jeune, vous avez un cancer, vous avez des enfants, ça va mal, vous avez des complications, enfin, peu importe la situation, eh bien, sous prétexte que vous êtes jeune, eh bien là, il n'y a pas d'aide pour vous aider à la maison. C'est extrêmement compliqué. On voit ces différentes conclusions qui amènent forcément maintenant des réponses parce qu'elles sont forcément attendues par les personnes qui sont concernées. Une dernière question, est-ce qu'il y aura encore une enquête qui sera menée l'année prochaine ? Est-ce que vous poursuivez ? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, a priori, oui. Et puis on va élargir à plus de départements sur le plan national. Encore, vous aurez l'occasion de venir nous en parler, on l'espère, avec des résultats meilleurs, encourageants. J'espère aussi. Merci Dr Meyer d'être venu sur ce plateau, président du comité yvelinois de la Ligue contre le cancer. La semaine du handicap à Élancourt qui vient de s'achever, c'était dimanche dernier. Une démonstration de handbike était proposée. Vous allez le voir, le vélo club d'Élancourt, 50 ans en Yvelines, via sa structure handisport, permettait aux personnes en situation de handicap de participer à des activités sportives, de découverte. Une ambition difficile à mettre en pratique. Les vélos ont été importés des États-Unis. Ils ont subi plusieurs modifications. Tout cela coûte très cher. Élancourt se revendique aujourd'hui comme le premier club en Europe à faire du handbike tout chemin. On écoute le vice-président du club et l'un des adhérents en situation de handicap. Les journées d'aujourd'hui, ça nous permet de faire découvrir le handicap, faire voir que le handicap, c'est pas forcément un obstacle. Pour nous, les obstacles, il n'y en a pas. De permettre de faire voir que les handicapés peuvent faire du sport et trouver des solutions d'évasion et de faire voir que... Donc la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment génial pour nous. En plus, il fait beau, c'est super. Pour tous les gens qui connaissent un handicap moteur des membres inférieurs, c'est vrai que c'est super comme discipline, ça entretient, ça fait travailler le cœur. Puis c'est agréable tout simplement. On parle de l'économie à présent. C'est dans les Hauts-de-Seine que Manuel Valls a choisi de faire sa première sortie en tant que Premier ministre. Ce jeudi matin, il était donc dans les locaux de Thales Communication et Sécurité à l'occasion de la semaine de l'industrie. Thales qui, justement, dans le cadre de cette semaine, a ouvert ses différents locaux à travers la France, dont ceux des Yvelines à des étudiants. Retour sur les échanges entre les ingénieurs et les étudiants. C'était en début de semaine à Chatou, Claire Cambier et Elodie Moine. On a besoin de plus en plus d'électricité, donc on repense toutes les architectures électriques. Et ici, on travaille chez TAES beaucoup sur l'avion du futur, les architectures électriques. Lundi, ces élèves de BTS ont quitté leur salle de cours pour visiter une entreprise spécialisée dans les systèmes électriques embarqués des avions. Une visite organisée dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, un événement national pour faire découvrir ce secteur au grand public, mais surtout aux jeunes. Stéphane Guguin a accepté d'expliquer l'activité de son entreprise, un moyen pour lui de partager sa passion. Très jeune, j'ai connu une vocation pour la technique, vraiment un amour de la science, et donc besoin aussi de toucher les choses concrètes. Et voilà, je me suis lancé donc dans une formation d'ingénieur et puis j'ai très vite intégré Thales. Cela fait maintenant 15 ans qu'il travaille au sein du groupe.
Les étudiants sont familiarisés avec le secteur, mais pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils visitent une si grosse structure. C'est beaucoup plus impressionnant, quoi. Je me dis, on ne le voyait pas comme ça, à grande échelle. Là, on se dit, d'accord, il va falloir peut-être bosser un peu plus que ça. Ce qu'on voit à l'école et là, c'est pas pareil. Voilà, c'est un autre niveau. Mathéus est enchanté et pour Thalès, le pari est gagné, car pour le leader européen de l'électronique de vol, ce type d'événement est un moyen de susciter des vocations. On a recruté beaucoup l'année dernière. On a recruté plus de 100 personnes sur la société TAES. On recrute des ingénieurs, des techniciens. Et donc, ce qui nous intéresse, justement, c'est de communiquer sur nos métiers. Au-delà du site, le groupe prévoit de recruter 1000 collaborateurs cette année. De l'économie aux mathématiques à Chevreuse, un professeur de mathématiques a lancé un grand défi à ses élèves. Pendant 1h30, CM2 et 6e ont tenté de résoudre énigmes et problèmes géométriques. De quoi voir les maths différemment. Anthony Reich et Elodie Moine se sont essayés à quelques exercices. Calculer la somme des 100 premiers nombres entiers. C'est à ce genre de questions que par groupe de 4, 250 élèves ont planché pendant 1h30 sur des énigmes mathématiques ou des problèmes de géométrie lors du défi maths. C'était plus trouver des chiffres, des nombres, des choses comme ça. Et c'était facile, difficile? C'était plutôt difficile. Il y en a 3 qu'on n'a pas fait. Ces élèves de CM2 et de 6e doivent également surmonter le multitest, partie de calcul mental et de logique encadrée par des collégiens de 3e faisant office de jury. Et si les exercices sont conçus pour des enfants, pas si facile de les résoudre, même pour les autres professeurs. C'est pas simple et il semblerait que les enfants s'en sortent mieux que nous. On a cherché les rébus et même les rébus, là, bon, c'est pas simple. Créé en 2008, l'idée de ce concours est aussi d'effacer la réputation difficile des mathématiques, des cours et des contrôles. C'est histoire de voir les mathématiques différemment. Donc autrement, parce que bon, c'est vrai que les mathématiques, c'est une matière souvent qui fait peur. On en a une mauvaise image, alors qu'en réalité, vous avez bien vu, les élèves, ils étaient 300, ils se sont éclatés, ils se sont amusés. En parallèle, 13 collégiens non-voyants de l'Institut national des jeunes aveugles participaient au défi pour sensibiliser leurs camarades au handicap. Depuis 20 ans, les établissements scolaires se mobilisent pour l'association ELA à travers l'opération Mettez Basket et bat la maladie à l'école. Ce mardi, c'était au tour du collège Darius Milhaud de Sartrouville, sous le parrainage de la championne de tennis Marion Bartoli, de s'engager. Anthony Reich. Ils sont rassemblés devant la ligne de départ pour redonner de l'espoir, un sourire à Benoît, 22 ans, atteint de la leucodystrophie. Le concept est simple. Après avoir collecté des dons, les 300 élèves de ce collège yvelinois chaussent leurs baskets et bouclent un circuit à leur rythme. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et Benoît est super content. À chaque fois qu'on dit qu'on va aller voir les enfants, il a un sourire. Donc ça, c'est déjà bien. Pour les encourager, l'ancienne joueuse de tennis Marion Bartoli donne le départ. Une présence naturelle pour la vainqueur du tournoi de Wimbledon 2013. J'avais un enfant de ma classe en fait qui avait malheureusement cette maladie et c'est vrai que voilà, on essayait nous de l'intégrer vraiment complètement dans la classe, même si parfois c'était difficile sur certaines choses, mais pas le laisser à part, pas qu'ils se sentent en fait rejetés et justement aussi de les voir tous ces enfants, les voir en présence de Benoît aujourd'hui, de voir qu'ils sont à ses côtés finalement, je trouve que le lien est très fort. Après avoir été sensibilisés à la maladie, les élèves de 6e ont récolté 4 000 € au profit de la recherche et de l'accompagnement des familles, prises en charge par l'association ELA. C'est un moment de solidarité et un moment de partage. Voilà, donc on quitte nos habits de professeurs traditionnels et on vient pour effectivement cette belle cause qui est l'association ELA, essayer de sensibiliser les élèves un peu à tout ça. Depuis 1994, l'opération Mettez Basket et bat la maladie à l'école a permis de récolter 23 millions d'euros. Pour un nouveau point complet sur l'actualité locale, rendez-vous demain même heure. Il sera question notamment de l'élection attendue à la tête du département de Pierre Bédier. Écarté en 2009 de la présidence en raison d'une condamnation judiciaire, il a maintenant purgé sa peine. Il est revenu il y a quelques mois en tant que conseiller général. Alain Schmitt, UMP également, a aujourd'hui démissionné et Pierre Bédier devrait reprendre donc la présidence. Ce sera demain vendredi matin et nous en parlerons bien évidemment dans le 7-8 l'actu. D'ici là, excellente soirée. Votre soirée sur TV Fil, c'est avec Claire Cambier pour Fileco, le magazine hebdomadaire de l'économie.
Bye.